et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Sur ce podcast, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coachs, médecins du sport ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Le but de ces épisodes est de vous permettre d'apprendre des meilleurs. Je m'appelle Julien Stouric, je suis kiné physio du sport et préparateur physique et j'ai lancé ce podcast en avril 2020, il y a bientôt 5 ans. À côté de cela, j'ai développé avec mes deux compères Philippe Degache et Alexis Grappin, Physio Perf Club. On vous propose de prendre en charge votre réhabilitation et votre retour au sport en ligne de manière individualisée. Vous trouverez sur Objectif Performance différents formats disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées et sur la chaîne YouTube. Le format interview, où j'interviewe des collègues, des passionnés comme vous et moi. On parle de leur parcours, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont étudié, voyagé, etc. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique. Le but est d'en apprendre plus sur les invités, sur leur parcours bien sûr, leur construction, mais aussi leur thématique de recherche pour améliorer vos prises en charge. Il y a ensuite le format article top chrono. C'est des experts qui vont vous résumer des articles qu'ils ont marqués, qui ont fait évoluer leur pratique en moins de 10 minutes. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur les autres formats, mais restez connectés sur ma chaîne YouTube pour 2025. Comme vous le savez, depuis maintenant 5 ans, le podcast et tout le contenu créé est gratuit. Les épisodes, interviews, articles top chrono, hors-série, masterclass, tout est absolument gratuit. Cela représente plus de 107 heures de contenu disponible et accessible à tous. Afin de me soutenir et de me permettre de vous proposer du contenu de toujours plus grande qualité, voici ce que vous pouvez faire chacun à votre niveau. En premier, vous pouvez aller sur mon Tipeee et participer directement à la production de ces épisodes moyennant un abonnement. En deuxième, je vous encourage à aller cliquer sur les liens en description des épisodes. Vous retrouverez les sponsors qui me soutiennent et me font confiance. En troisième, bien évidemment, vous pouvez parler du podcast à vos collègues, amis, confrères pour mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un commentaire sympa. Et enfin, je vous encourage aussi à poster sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn, c'est là où je suis le plus présent et disponible. Je compte à fond sur vous afin que le podcast perdure. Bonne écoute à tous. Salut Jérôme. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci de me recevoir dans Objectif Performance. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux justement nous donner ta définition personnelle de la performance? Alors pour moi, il y a un mot simple. Pour moi, performer, c'est égal à victoire. Donc c'est vraiment important pour moi. Alors j'ai ce côté, on va en parler un peu plus tard, au niveau préparation physique, entraînement, côté scientifique. Je me suis spécialisé depuis de nombreuses années dans les sports de combat. Et donc du coup, pour nous, il n'y a pas de performance sans victoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inconcevable. On peut pas gagner, quand on arrive à très haut niveau dans les sports de combat, en fait, il est indissociable d'associer la victoire vraiment, vraiment, vraiment à la performance, parce que derrière, ça engendre des problématiques qui sont différentes, des carrières qui sont différentes, des gestions de carrière qui sont différentes. Et donc pour moi, tout simplement, performance est égal à victoire. S'il n'y a pas victoire, c'est que la performance, elle n'a pas été bonne, et donc du coup, il va falloir retravailler dessus. Mais dans la gestion de carrière d'un sportif des sports de combat, c'est vraiment compliqué, vraiment très compliqué de pas avoir de victoire, parce qu'après, quand on commence à accumuler les défaites, eh ben, il y a une grosse problématique, c'est-à-dire la carrière va rapidement s'arrêter. C'est ouf, c'est ouf. Et ça veut dire que dans les sports de combat, entre guillemets, tu peux pas avoir de belles défaites ou de défaites positives, ou tu vois, des fois dans des sports co, tu joues face à une grosse équipe, tu perds de peu ou t'es dans ton money time, t'es pas loin, puis au final tu perds. Bah, t'es dégoûté, mais bon, tu dis, bah, c'est pas grave, on a un match la semaine prochaine, on se rattrapera, on prendra des points la semaine prochaine. Genre, en sport de combat, c'est vraiment victoire ou crève, entre guillemets. Ouais, en fait, je vais le faire rapidement. T'as une... Alors aujourd'hui, depuis quelques années, on a un peu la chance d'avoir ce côté amateur qui n'existait pas avant. Donc, tu as un peu ce côté amateur où on compte pas trop les défaites, les victoires, les matchs nuls, etc. Donc, tu peux faire tes armes là-dedans aujourd'hui, et on encourage tous nos athlètes jusqu'à qu'ils soient vraiment mûrs, c'est-à-dire 25 ans, de rester dans ce côté amateur pour avoir vraiment ce côté bouteille, ce côté j'ai besoin d'acquérir de l'expérience, parce que c'est vraiment important pour nous. J'ai besoin de regarder ce qui va pas, évidemment,
et sur quoi travailler. Derrière, quand on passe en professionnel, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que, pour aller combattre dans une grande organisation telle que l'UFC, telle que l'ARES, aujourd'hui, il faut un palmarès, c'est-à-dire, on appelle ça, un Tapology. En fait, un site internet qui va recenser tes victoires, tes défaites, tes matchs nuls. Mmh. Et si tu as, à partir de 7, 8, 9, 10, 0 victoires, 10 victoires, 0 défaites, tu peux prétendre Mmh. à aller à l'UFC. Mais si là-dedans, tu, inclus 2, 3 défaites, tu n'iras pas à l'UFC de ta vie. Mmh. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc en fait, on n'a pas pour ça que je rappelle, pour nous, victoire, c'est performance et vice versa. Il y a pas de performance, s'il y a pas de victoire derrière. Dans le côté professionnel. Après, dans le côté amateur, évidemment, voilà, c'est des choses qu'on construit. On a des plans de carrière, autant, techniques, que physiques, que, mentales exactement. Donc on essaye de faire, avancer les 3 paramètres en même temps et ça, c'est des choses, qu'on maîtrise assez, correctement depuis quelques années. Mmh, mmh. Top, top. Jérôme, merci. Est-ce que tu peux, un peu nous expliquer ton parcours, d'où tu viens, où tu as commencé? Alors, après on parlera sur le du master et du PhD, mais, où tu as commencé, où tu as étudié, où tu as grandi? Alors moi, je suis né à Nice. Depuis tout petit, j'ai commencé, les sports de combat. Donc quand j'avais 4 ans, le karaté. Après, j'ai fait, de la boxe anglaise, du kickboxing et j'ai dévié, ce côté passion. Et puis arrivé, à 18, 19, 20 ans, je me suis dit, je comprenais pas trop la performance autour des sports de combat et comme tous, on a essayé d'un petit peu quand je suis rentré à l'UFR STAPS, hein, il a fallu que je comprenne pourquoi j'arrivais pas à performer à certains moments et donc c'est ça qui a été le moteur un petit peu, Mmh, pour aller chercher le maximum de connaissances, dans ce milieu et donc du coup, de fil en aiguille, bah, je suis passé, professionnel, en MMA ou et cetera et cetera. J'ai continué mes études et tout a découlé en fait, de sources comme ça pour moi, pour essayer de comprendre, une logique interne d'activité et essayer d'optimiser un maximum parce qu'il y avait pas grand chose. C'était un peu au côté archaïque, au côté boxe anglaise et dans le MMA, il y avait rien et je te dis ça, on était en mmh, 2004, 2005, 2006, donc c'était vraiment tout neuf mmh, mmh. et il y a C'est presque 20 ans mmh, et donc du coup, voilà, pour moi, il fallait faire évoluer le système. Je continue à le faire évoluer, hein, parce qu'on est en train de développer de belles choses aujourd'hui, sur Nice. Hem, mais ça a été vraiment, le moteur par rapport à tout ça. Donc derrière, je suis rentré à la fac et en fait, il s'est passé que, comme tout, bon étudiant, il a fallu que, on arrive à vivre en même temps. Donc en fait, j'avais une autre passion qui était à côté, je suis rentré sapeur-pompier professionnel à Nice et donc pendant 5, 6 ans, 7 ans, j'ai fait en parallèle, de, de mes études, j'ai fait le sapeur-pompier professionnel, sur Nice et j'ai passé également et derrière, c'est pareil, il y a toujours une logique de santé, toujours une logique de performance et en fait, je me suis posé la question quand j'étais en master, j'ai commencé à travailler sur, l'entorse de la cheville et parce qu'en fait, chez les sapeurs-pompiers, dont je faisais partie, il y avait, la majorité des blessures survenaient à l'entorse latérale de la cheville. Donc on a commencé à se poser des questions, en master 2 et derrière, j'ai essayé de monter un plan pour faire ma thèse derrière. Donc du coup, en fait, j'ai fait, ma thèse par rapport à mon métier qui était sapeur-pompier professionnel sur, l'approche psychophysiologique de la blessure chez les sapeurs-pompiers comme population des Alpes-Maritimes. Et donc, en gros, c'est bon. comme j'étais sapeur-pompier, que j'ai fait mes études en même temps, j'ai eu presque, j'ai fait, 5 ans, 5, 6 ans pour faire mon master parce que j'ai fait mon école de pompier au milieu et pour faire mon master 2 et après j'ai refait encore 4, 5 ans pour faire mon PhD et l'objectif était, à la fin de tout ça, de développer, toute une communauté parce qu'en fait, si tu veux, dans tout ce qui est littérature anglo-saxonne, heu, dans les pays nordiques, chez les sapeurs-pompiers, il y a vraiment énormément de data et en fait, je voulais développer au niveau national, Mmh, toute cette partie data, sur, quand tu as un sapeur-pompier qui OK. rentre dans un feu, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de chiffres, on a énormément de mesures aujourd'hui et ça nous permet d'anticiper tout ce qui est, blessures, problèmes, quand tu es dans un incendie.
pour savoir comment ça se passe. Donc, on avait essayé de démarrer là-dessus et l'objectif, c'était d'avoir un poste au niveau national sur la data scientist chez les sapeurs-pompiers. À la fin de mes études, même si je donnais des cours à l'École nationale supérieure des sapeurs-pompiers, qui est à Aix, ça s'est pas fait de fil en aiguille. Et puis, moi, j'avais toujours ce côté, passion, MMA à côté. Et donc, on m'a proposé un poste, sur Monaco. Et là, sur Monaco, Mmh. on m'a dit: «Voilà, on cherche, quelqu'un pour développer un petit peu, la partie performance, sport de combat. Est-ce que tu as envie de faire partie de l'idée? Est-ce que ça te tente?» Donc moi, j'ai dit: «Ben, écoute, j'aime bien les nouvelles opportunités». Donc j'ai mis ma carrière de sapeur-pompier de côté et je suis parti, sur Monaco dans cette salle, donc World Class Monaco. World Class Monaco qui est, une salle de luxe, fitness à la base, avec une partie, sport de combat. Mmh. Et en fait, donc j'ai développé énormément cette partie sport de combat, là-bas. Et ce qui a été important, c'est de faire en fait, j'ai commencé à faire rentrer un pôle un petit peu de performance et de réhabilitation dans une salle de fitness. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il Mmh. y a beaucoup de cassures entre, le kiné, la physio et la partie terrain. Pour monsieur et madame tout le monde, Mmh. en France, hein. Alors Monaco, c'est un peu plus, cosmopolite. Il y a vraiment des personnes, du monde entier qui ont cette mentalité. Ils ont pas l'habitude d'avoir cette cassure quand ils vont chez un physio. Il y a le préparateur physique, il y a le nutritionniste qui est à côté, il y a le médecin et tout. En fait, c'est des gros pôles et qui fonctionnent toujours dans le côté, voilà, je dois me réhabiliter de manière correctement. Derrière la réhabilitation, j'ai, la partie réathlée. C'est pas parce que je fais de la réhabilitation que je peux pas faire une partie cardiovasculaire à côté. Donc moi, l'objectif, c'était d'incrémenter un petit peu tout, ce côté. Et là, on est en train de développer, depuis, quelques années. Et vraiment pour le futur, je pense que on va intégrer carrément des physios dans la partie, fitness. Pour moi, c'est vraiment important. Et enfin des physios, des kinés, du coup, en France. Et j'aime bien ce côté, où il y a pas de frontières, où tout le monde travaille ensemble, où il y a un travail d'équipe. Et après, c'est toujours un problème d'humain et d'ego, là-dedans. Et il faut Oui. essayer de manager ça. Et c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Moi, j'aime bien manager les projets, développer les projets. Et donc aujourd'hui, je suis manager, à World Class Monaco. Et avec plein d'idées de projets par rapport à ça. Et en parallèle de tout ça, il y a eu toujours le côté MMA que j'ai jamais lâché. Et donc Mmh. moi, j'ai eu une carrière un petit peu sportive de combat. Je suis arrivé un peu tard dans le MMA malheureusement, mais bon, après il est ce qu'il en est. J'ai vécu de grandes choses, des beaux combats, à travers le monde entier. Et après, j'aime beaucoup transmettre. J'aime beaucoup transmettre, donc du coup, je continue à donner quelques cours à la fac de sport à Nice. Ça, c'est quelque chose, un côté passion. J'aime bien la transmission. Je veux pas faire ça toute ma vie. J'aime bien avoir une diversité dans ce que je fais. Je trouve ça super intéressant, super enrichissant. Et donc du coup, sur le MMA, j'ai continué à former, dans ma partie qui est, la spécialité, c'est tout ce qui est, striking, pied-point, donc tout ce qui est frappe. Et plus la préparation physique. Donc aujourd'hui, moi, je suis avec mon collègue Aldric Cassata qui est le head coach du Boxing Squad à Nice, qui est un des plus grands clubs de MMA, Mmh. en France, c'est sûr, mais en Europe, dans les 5 premiers. Et on développe depuis, 2010, du haut niveau. Et on voit aujourd'hui qu'on performe à haut niveau en MMA. Donc lui, il s'occupe de la partie, c'est le management au niveau, de la partie striking, du sol et de la lutte, parce qu'il y a ces 3 paramètres dans les sports de combat. Et la dernière partie, ce qui est vraiment Mmh. importante, en fait, on a 2 entités. Il y a lui qui va manager tout ce qui est, partie cage. Moi, je vais manager tout ce qui est partie, préparation physique, préparation mentale, réathlétisation, physio, médecin et tout ce qui est récupération. Plus ma partie striking que j'utilise vraiment sur la partie professionnelle parce que, voilà, j'ai une bonne expertise par rapport à ça. Donc voilà, on a cette double casquette tous les 2. Et donc on a mis ça en place énormément. On a une belle équipe avec des gens qui sont très compétents. On a Flo Gazia qui est kiné, qui travaille avec nous, qui est vraiment très, très bon sur Nice. Et donc du coup, pour 2025, on a l'objectif d'ouvrir un grand centre, voire le premier centre européen de MMA, en Europe.
avec plus de 1200 mètres carrés. Et là, on va faire alors, il y a des performances institutes de l'UFC. On va essayer de faire la même chose en France, voire mieux, Mmh, mmh. parce que on n'a pas à rougir. Alors, on regarde toujours les États-Unis, le monde anglo-saxon, mais on n'a pas à rougir. On a vraiment des grosses compétences en France et en Europe. Et on veut le montrer et je pense qu'on a de quoi faire. Donc on est en train de créer 2 plateaux énormes de 600 mètres carrés, un plateau en bas 600 mètres carrés avec donc 2-3 physios, avec tout ce qui est partie récupération, tout ce qui est partie préparation. Donc vraiment un pôle de performance en bas et de physio parce qu'on en a besoin. Et pour moi, il y a pas de frontières, il y a tout le monde qui doit travailler ensemble. Et en haut, on aura un pôle de MMA sur lequel on a déjà presque les plus gros athlètes européens. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir encore attirer plus de sportifs. Et on a en plus de ça des gens qui vont entrer avec nous, dont Alexandre Delal, qui était préparateur physique de l'OGC Nice il y a quelques années, qui a aussi écrit pas mal de bouquins sur la prévention des blessures. Et donc voilà, il fait partie de l'histoire, il fait partie de la partie et c'est quelqu'un de compétent avec qui on aime bien travailler. On a des médecins qui nous suivent aussi. Donc on va ouvrir quelque chose d'unique aujourd'hui. Et voilà, donc on a plein de kinés qui vont venir suivre et ça va être quelque chose de super parce que on a voyagé, on connaît le modèle américain, on a mis en fait, Mmh. si tu veux, les sports de combat et surtout le MMA depuis des années, il est victime de, il est pas ressenti comme il est ressenti aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un sport, on va dire, qui est assez cool dans l'atmosphère, dans l'ambiance, où les gens s'entraînent dur, où ils mangent, ils sont pris en charge. C'est vraiment des professionnels et il y a que ça. En France, on a encore ce côté, ouais, je vais me bagarrer et tout ça, alors que c'est pas du tout ça. On a des athlètes qui font ça de manière professionnelle. On voit Manon Fiorot. J'ai eu la chance en tant que préparateur physique, d'encadrer des gros sportifs de haut niveau dans tous les sports, dans le foot et encore plus dans les sports mécaniques, des gens qui étaient en Formule 1 et tout ça. Et j'ai Manon Fiorot aujourd'hui dans les mains depuis 10 ans. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait un mindset de cet état-là et qui avait un professionnalisme sur sa manière de penser la victoire. Donc c'est incroyable le professionnalisme de ces gens-là qui s'entourent. Aujourd'hui, on a une équipe autour de Manon, on est à peu près, heu, allez, on va dire une dizaine toute la semaine. Alors moi, je manage le coach de force, le coach Mmh. de métabolique, tout ce qui est le coach de mobilité. En fait, à partir de tout ça, donc on a toutes les orientations, tout ce qui est nutritionniste. Donc ça c'est managé. On a quelqu'un pour la récupération. Donc en fait, si tu veux, j'ai 5 personnes à manager par rapport à son emploi du temps et après en fonction, des bobos, on est avec, Flo Gazia qui, avec qui on bosse et tout ça, c'est sans le côté technico-tactique. Donc pour te dire, on est à peu près une dizaine autour de Manon toute la Mmh. semaine Mmh. pour pouvoir, aller gagner cette ceinture, de l'UFC et être champion du monde. Voilà, donc voilà tout mon Et parcours. du coup, Il y a toujours du sens, il y a toujours, un fil conducteur et pour terminer, je vais parler de Monaco Caire, si tu veux, Julien. vas-y, Donc vas-y. en fait, Vas-y, si vas-y. tu veux, je suis arrivé à Monaco en 2018 et j'ai commencé, en fait, j'ai eu beaucoup de bonnes relations avec, des kinés aux alentours, donc j'ai fait pas mal de réhabilitation. Depuis la fin de mon doctorat, j'ai aidé, sur de la réathlé, donc on a bossé de manière cohérente avec, à la fois des chirurgiens, des kinés et moi-même sur la mise en place sur des personnes ayant après, c'est Monaco, hein. Il y a des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat qui peuvent Mmh. se payer quelqu'un de manière indépendante, de dire voilà, j'ai besoin de toi pour me faire une récupération, pour me faire une réathlétisation, pour faire voilà. Donc, on a travaillé sur ce pôle, donc on a commencé à bien fonctionner. Et étant donné que je voyais que ça fonctionnait bien et que moi, mon fil conducteur, c'est toujours la santé. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir, une structure sur Monaco, donc Monaco Care Concept. Parce que pour moi, la santé, elle n'est pas seulement ni dans le sport, ni dans l'activité physique, mais elle doit se retrouver un petit peu de partout. Et à la suite de mon doctorat, quand on avait fait de l'analyse, psychophysiologique de la blessure chez les sapeurs-pompiers, on avait mis en avant
que la charge de travail mesurée chez les sapeurs-pompiers, d'un point de vue de perceptible, elle était corrélée positivement à l'entorse latérale de la cheville. Et donc on avait fait des mesures un petit peu sur des questionnaires en prospective sur du long terme et pour moi, je me suis dit: «OK, Mmh. d'un point de vue sportif, on a l'habitude de savoir que la charge de travail mentale et physique, elle est vraiment, corrélée avec, le risque de blessure. Par contre, Mmh. chez les sapeurs-pompiers, je m'y attendais pas. Pourtant, ça faisait déjà, presque 10 ans que j'étais sapeur-pompier. Je m'y attendais pas. Heu, que psychologiquement, on ait des impacts sur l'entorse latérale de la cheville. Pour moi, il y avait pas de relation, même si on me dit: «Ouais, on est un petit peu fatigué» et donc on a trouvé ça, dans les études qu'on a écrites qu'on a écrites, pardon et je me suis dit: «Ce modèle que j'ai essayé de mettre en place chez les sapeurs-pompiers sur un côté santé, il peut être intéressant Mmh. d'aller chercher à le développer, dans les entreprises» parce que je pense que individuellement, tout le monde a quelque chose à progresser d'un point de vue santé. Donc on peut aider les entreprises à améliorer leur bien-être. Évidemment, quand, en fonction des personnes qu'on a en face et du discours qu'on tient, si on a, un responsable d'entreprise ou si on a un responsable de CE, on va pas avoir le même discours. Quoi qu'il arrive, ça reste de remettre l'humain au centre des priorités, de développer la santé en entreprise avec un côté, alors moi j'aime pas le côté, ouais, je fais un massage ou j'envoie un kiné, j'envoie un masseur, j'envoie quelqu'un qui va faire des solutions de pansement. Pour moi, c'est toujours une approche holistique. C'est pareil que dans la performance. Tu peux pas prendre un paramètre sans oublier un autre. Donc, quand on va en entreprise aujourd'hui avec, mon épouse qui a aussi un PhD avec en psychologie sociale plus, de la nutrition, en fait, on fait un audit et dans cet audit, on va mesurer plein de choses. On va remettre un rapport où on va essayer d'anticiper, et de savoir un petit peu ce qui va se passer dans les 3, 4 prochaines années pour le chef d'entreprise et ça va lui permettre de dire: «OK, où j'en suis d'un point de vue, psychométrique, psychosocial, le stress, ça en est où? Le burn-out, ça en est où? L'ergonomie, la lumière, le bruit». Donc on a des gens qui sont compétents, des experts qui travaillent avec nous et en fait, on englobe toute la problématique de santé dans l'entreprise et on va émettre un rapport et à la fin de ce rapport, on va proposer des solutions et donc à la fois, on vend l'audit, on vend les solutions et on vend la mise en place derrière. Voilà, Mais non, pas de voilà. souci. Du coup, Jérôme, je me suis noté plein de questions. Première question, Manon Fiorot, est-ce qu'elle va être la première française et ou le premier combattant ou la première combattante française titrée en UFC de tous les temps? Alors il y avait Cyril Gane qui avait un titre intérimaire, mais Ouais. est-ce que tu la vois devenir voilà la première, à jamais la première, on pourrait dire? Ouais, ouais, alors, nous on est de Nice, hein, donc à jamais les premiers, ça me fait Ouais, penser je à sais, c'est Marseille. pour ça. C'est pour ça je branche. Donc non bref, non maintenant, comme je te disais tout à l'heure, heu, j'ai touché, j'ai eu la chance de vraiment toucher des grands sportifs et elle, c'est incroyable, incroyable. Enfin, la mentalité qu'elle a est en fait, c'est quelqu'un qui veut pas perdre, qui aime pas perdre et c'est pour ça que même sur Mmh, les petites choses, elle veut gagner. mmh. Je mets un petit exemple, une petite anecdote qu'on a tous les 2. On essaie de changer parce que pareil, hein, il faut la monotonie de l'entraînement, il est vraiment important, hein, pour le côté motivationnel de l'athlète. Si tu restes sur la même chose, dans les mêmes pratiques, on ça de commence à être compliqué, surtout quand les tâches, elles sont ancrées. La double tâche, elle devient intéressante et on a mis en place cet été, de la des techniques de boxe, enfin de la boxe sur des paddles, dans l'eau Mmh. et donc C'est du énorme. coup et donc, tu sais, pour travailler un petit peu la stabilité, parce que quand tu frappes, si tu veux être fort, il faut être bas Mmh. sur les appuis et il faut avoir Ouais, il faut être bonne ouais. assise. Et donc, du coup, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, il y avait un mec qui s'appelle Jean Valère qui s'occupe de Manon. Donc, on est tous allés ensemble, qui s'occupe de Manon sur le travail proprioceptif et de force. Donc, on est allés ensemble et moi, je faisais la boxe. Lui, côté, il analysait la partie proprioceptive. Et donc,
Et à un moment, il dit: «Bon allez, maintenant on fait un petit challenge, celui qui gagne le plus de nombre de cordes à sauter sur du paddle». Et en fait, c'était incroyable, mais moi, j'en ai jamais fait sur un paddle. Mais en fait, si tu veux, quand tu fais de la corde à sauter sur un paddle, pourtant j'ai fait des années de corde à sauter, je peux t'en faire 30 minutes sans m'arrêter, Ouais, ouais, normalement. Mais quand tu te mets à sauter sur le paddle, il part en avant d'un coup. ouais, Donc tu perds tous les appuis. ouais, Et donc ouais, je commence à faire, 6, 7, 8 tours et au bout de huit tours, je tombe. Et en fait, Manon arrive à 6 tours et là, il me dit j'ai dit: «Ah, c'est bon, tu as perdu». Et en fait, on n'est pas parti de la mer tant qu'elle avait pas dépassé mes 8 tours. ouais. Mais c'est une petite anecdote, mais Ça a et pris donc combien de temps? on est resté une demi-heure de plus. Moi, je suis arrivé en retard au boulot, et cetera. Mais il a fallu qu'elle finisse à gagner. Et donc mais je pense que c'est quelque chose qui est Ouais. bon. Alors ça peut avoir des inconvénients à certains moments, mais cette mentalité de vouloir gagner et quand tu veux devenir le numéro un au monde, Mmh. hem Mmh. tu peux regarder, des grands athlètes, hein, Cristiano Ronaldo, tu peux regarder, Mmh. Wilkinson quand il joue au rugby. C'était des gens qui étaient, Mmh. Mmh. vraiment spécifiques, qui étaient, dans la Rugby et performance, qui mmh. réfléchissent pas à autre chose que performer. Leur vie est tournée autour de ça. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, parce que comme elle a commencé à gagner pas mal de combats financièrement, d'avoir une grosse équipe autour d'elle. Elle s'est fait les croisés il y a 2 ans. Mmh. Donc on a fait une grosse réhabilitation avec Alexandre Delal, Florent Gazia et moi-même derrière. Franchement belle équipe et on a tous, performé et maintenant, je peux te dire aujourd'hui, ça sera la prochaine championne, du monde et la première, à jamais la première comme tu dis et ça sera une Niçoise cette fois-ci. Ah, c'est énorme et justement, tu nous parlais de, tous les gens entre guillemets et toutes les spécialités qui gravitent autour d'elle. Hem, est-ce que c'est justement lié au contrat de l'UFC qui vous permet de financer, cet accompagnement? Ou est-ce que pour les autres athlètes du Boxing Squad, vous leur mettez à chacun à disposition toute une équipe de spécialistes? Alors le modèle actuel, c'est pas celui qui va déboucher sur le modèle qu'on est en train de monter, pour 2025 avec l'ouverture de la salle qui va arriver dans les mois. L'objectif, c'est de faire ce que tu as dit en deuxième partie, c'est que en fait, on est un organisme qui génère et qui recherche des sponsors. On en a déjà pas mal, mais on centralise un petit peu le sponsor pour l'équipe professionnelle du Boxing Squad. Ça, c'est la première chose et qui permettent, de quand tu as généré des sponsors, de pouvoir, employer, le maximum de compétences autour de l'équipe professionnelle. Aujourd'hui, autour de Manon, en fait, dans le MMA, tu gagnes de l'argent seulement quand tu gagnes tes combats ou, enfin, quand tu combats plutôt. Mmh. Généralement, ta prime, elle est presque doublée si tu as la victoire. Mmh. Donc, par exemple, HPL Sola qui va combattre, samedi prochain là sur Nice. Mmh. En France, aujourd'hui, il y a pas de mystère, pour un combat, c'est, en France, bien payé. Axel, c'est un des meilleurs athlètes français. 10 000 € pour le combat, 10 000 € pour la victoire. Mmh. Donc c'est pas non plus, fou. Mmh. Sur des athlètes, comme Manon, on est sur des chiffres beaucoup plus élevés. Donc on a l'opportunité de pouvoir, mettre des équipes en place. Donc aujourd'hui, ça se fait de manière individuelle. On est en train de le développer de manière collective. Hem, Ça marche déjà bien de manière collective, mais une fois qu'on a la structure, en fait, c'est la structure qui va te permettre de dire: «OK, aujourd'hui, on a fait des levées de fonds pour pouvoir ouvrir cette salle. On a des beaux, investisseurs qui ont suivi le projet et malheureusement, ce qui manque, là, dans la plupart du temps, parce qu'il y a énormément en France, moi, je crois, à la kinésithérapie en France, alors pas dans l'état actuel des choses, hein, parce que le modèle social fait que c'est compliqué, parce que l'idée et la croyance générale des gens, quand on parle de kiné, elle est complètement faussée. Pour moi, c'est des gens qui sont très compétents, qui ont une approche très spécifique, mais qui n'est pas dans le bon sens. Tu peux pas marcher dans un système social avec à 17 € de l'heure ou des trucs comme ça. C'est inconcevable. Mmh. Alors qu'un coach Mmh. en BPJEPS qui prend 50 €, c'est impossible. Donc, du coup, pour moi, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est dans un premier temps, c'est trouver des finances, trouver des investisseurs, trouver un projet, faire des levées de fonds. Et une fois que tu as des grosses structures, tu emploies les gens qui sont compétents.
Parce que à chaque Mmh. strate, tu dois avoir pour construire les meilleurs, tu es obligé d'avoir les meilleurs. Hier, j'étais en déplacement. Hier, j'étais dans les, dans toute l'usine de Alpine, de F1, en Angleterre. Mmh. Mmh. J'ai eu la chance de pouvoir visiter toutes les infrastructures de Alpine F1 et je me suis rendu compte que c'était j'ai beaucoup d'entraînés d'athlètes, de pilotes qui étaient dans les sports mécaniques, mais alors là, j'ai pu me rendre compte parce que pour moi, la performance, elle était chez le pilote seulement. Et là, hier, je me suis dit qu'en fait, Mmh. je suis allé dans l'usine, mais je me suis dit: «C'est incroyable, l'usine, elle est immense». C'est, un stade Vélodrome, fois 2 quoi. Et donc du coup, d en fait, Ouais. ils vont te ils vont ils vont millimétrer chaque phase, chaque construction de la voiture afin d'être performant. Et là, tu te dis: «Mais on remodélise un petit peu la performance». C'est incroyable. Et hier, je me suis dit: «En fait, Mmh. même, si tu es un athlète, même si tu as Max Verstappen dans la plus belle des voitures, enfin la plus mauvaise des voitures, pardon, et en fait, il sera pas bon malheureusement». Donc Mmh. hier, je me suis rendu compte que même le petit ingénieur, parce qu'en fait, ils construisent tout sur Mmh. place et tout est top secret. Parce qu'en fait, ils font la course, dans les moteurs, dans l'aérodynamisme. On a pu visiter le L'innovation, ouais. tunnel, on a pu visiter les tunnels dans lesquels c'est incroyable, incroyable avec, Énorme. c'était fou comme expérience, et tu te dis: «Waouh, la performance». Et en fait, la performance, il y a 200 personnes derrière un coureur de F1, quoi. Dans l'usine, il y avait 800 Mmh. personnes qui Mmh. travaillaient Mmh. pour te dire, et chaque personne, elle est Ouais. clé dans la performance de la F1. Donc voilà, c'est vraiment important tout ça. Et donc pour moi, il faut C'est remettre, comme, vas-y? ouais, ouais, ça me fait penser à l'iceberg. Tu sais, tu vois toujours la pointe de l'iceberg et tu vois pas tout dessous. Et en F1 et dans plein de sports et notamment en MMA, tu vois, entre guillemets, que ce qui brille et tu vois pas toutes les petites mains autour qui se sont affairées pour que ça puisse Non, performer au plus haut niveau, quoi. exactement. Pour moi, c'est une alchimie, de plusieurs paramètres. Et voilà, c'est vraiment important. Et toute l'équipe qui est autour de Manon, aujourd'hui, et c'est important de trouver l'alchimie entre cette équipe. Et c'est là que, Aldric et moi, on arrive à manager tout ça. C'est que il faut pas de personnes nocives et toxiques, qui veulent tirer, la performance de Manon pour soi-même. Parce que là, tu te trompes Mmh. dans ce que tu veux amener. En fait, il faut pas oublier que c'est l'athlète la star et c'est pas l'entraîneur la star Mmh. ou le masseur ou le préparateur physique. En fait, si tu veux tirer un athlète, il faut que tu lui enlèves le maximum de contraintes, heu, psychologiques, parce il doit se focaliser sur la préparation à la performance. Et en fait, moins tu lui mets de contraintes psychologiques, il faut qu'il soit fait dans un cocon. Mmh. Plus tu montes en haut niveau, plus il soit pris dans un cocon qui lui permette de se concentrer seulement sur son job. Il y a tellement de paramètres déjà à prendre en compte que si tu prends pas tout ça, le mec, il doit penser: «Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire pour m'entraîner?» En fait, il pense à rien. On lui dit: «Voilà, pour l'entraînement, tu auras ça à faire, si tu veux», parce qu'après c'est un échange, on n'est pas non plus des militaires et tout. Nous, on te propose ça parce qu'il y a l'intérêt pour ça. Là, on a mis en place des séances de sprint spécifiques parce que, on sait que dans le prochain combat, d'un point de vue technico-tactique, on va avoir besoin de ce départ arrêté. Donc on a pris, alors j'ai la chance, comme j'étais à l'université, j'ai formé pas mal de personnes depuis, presque, 10-12 ans. Donc on prend des master 2 qui ont une grosse expérience dans chaque, domaine. Et là, on a pris quelqu'un qui était spécifique, au niveau athlé. Alors j'avais besoin d'améliorer tout ce qui était, phénomène de projection au niveau du membre sup et accélération horizontale, au Mmh. sol. Donc on a pris quelqu'un qui faisait du lancer de poids et on a pris quelqu'un qui faisait du sprint Mmh. pour pouvoir optimiser, toutes ces phases. Mmh. Le possible, ouais, c'est énorme. Ouais, Ah, c'est énorme. Et tu disais, tu sais, pas de personnes toxiques et cetera. Les All Blacks, ils utilisent souvent «No dickheads in the room», ouais. tu vois? Et qui est pas de
entre guillemets bon, c'est un gros mot, donc je veux pas le dire, sinon je vais me faire Ouais, engueuler. j'ai compris. Mais voilà, Il y a que des personnes qui poussent dans le même, tu vois, dans le même sens, quoi. exactement et C'est énorme. Et parce que quand tu commences à performer, vas-y. je m'excuse, hein, mais quand tu commences à performer et être un petit peu sur le devant de la scène, tu as plein de gens qui commencent à émerger. Mmh. Mmh. Ils commencent à arriver. Mmh. Ah puis Qui ah gravitent. ça y est, elle commence à être en haut de la scène. Ah tiens, si j'allais un peu lui, me montrer avec elle sur les réseaux pour avoir, 20 followers de plus ou, 2-3, 100 € en plus. Des choses qui n'existent pas. Une équipe, ça se monte avec le temps, ça se monte avec des compétences et ça se monte, vraiment sur le long terme. Aujourd'hui, les gens qu'on a, c'est des gens qui sont dans l'équipe et quand on part aujourd'hui à Las Vegas avec Manon pour défendre des titres ou aux États-Unis, on part avec notre équipe entière. C'est des gens, on a une bonne osmose, il y a aucune dispute, tout le monde s'entend bien et s'il y a pas tout ça et s'il y a des, animosités, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, en fait, tu peux pas performer. Mmh. Mmh. C'est bon. Et donc toi, pour, Axel, pour Manon, il y a Virgile aussi, Ouais. que j'avais noté. Toi, tu t'occupes de la partie prépa physique ou, tu prends, d'autres coachs qui vont venir vous aider en fonction des combats, en fonction de ces spécificités et tu t'occupes du striking, c'est ça aussi? Ouais, alors la partie striking, c'est le côté que j'ai fait depuis que j'étais, petit, la passion. Donc comme j'ai pas mal, Mmh. d'expertise dans le côté pied-point et puis c'est quelque chose que j'aime bien enseigner aussi dans la transmission. Je m'occupe, de la partie pied-point, ça c'est sûr, 2-3 fois par semaine pour chaque athlète, Axel, Manon et Virgile. Ça, c'est obligatoire parce qu'il y a des skills à améliorer d'un point de vue technico-tactique. Il y a des choses à progresser. Mmh. Pour moi, c'est important. Il faut ancrer des automatismes à certains moments, ancrer des automatismes avec des doubles tâches à d'autres moments. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, je vais sur chaque athlète, si tu veux, je vais reprendre ma casquette de manager de la performance au boxing squad et là, il va avoir je vais donner les Mmh. orientations de l'entraînement. Donc tu vas avoir le préparateur physique, par exemple, d'Axel, qui est Louis Léoni, qui va lui dire je vais lui dire: «Voilà, là, il faut travailler sur, le développement, de la force rotative au niveau du tronc. Il faut travailler là-dessus, travailler là-dessus». C'est des gens en fait, je travaille Mmh. avec une équipe qui est toujours 100% confiance. Je donne les orientations. Derrière, on regarde ensemble le programme. Je fournis les grands thèmes, les grosses thématiques. Je regarde la planif qui m'a sorti par rapport à tout ça. Et après, je lui dis go, c'est parti. J'ai pas besoin de vérifier de mon œil si ça fonctionne bien ou si ça fonctionne pas bien. À partir du moment où j'ai regardé ce qu'il en était sur la planif et comment on fonctionne, et je fais ça à peu près avec tous les athlètes. Et voilà. Donc c'est 2 casquettes, Et du responsable de coup performance d'un côté et ouais. responsable de toute la partie striking, de l'autre. Mmh. Et du coup, par rapport à on parlait un peu de mentalité d'équipe et cetera. Est-ce que vous les faites s'entraîner ensemble? On a parlé des 3 athlètes, on va dire les plus, connus, mais est-ce que tout le monde s'entraîne ensemble ou alors c'est trop compliqué par rapport au fait qu'ils ont chacun des combats, avec des adversaires différents et on parlait, tu vois, de telle spécificité pour tel combat, telle spécificité pour tel combat et du coup, par exemple, toi en striking, heu tu vois, est-ce que c'est général et on va dire c'est comme en athlé où tu as des gammes athlétiques et tu as des entre guillemets «des gammes de striking» où tu peux les bosser tous ensemble et tous les athlètes ensemble et ça crée une émulation, un esprit d'équipe? Ou est-ce que vraiment, dès qu'ils ont une date de combat, tu splits et tu dis: «Ben, Manon, elle va s'entraîner tel jour avec, un tel, Axel tel jour avec un tel» et du coup, ils se croisent beaucoup moins? Alors généralement, à part Manon, parce qu'elle peut pas elle peut pas avoir une opposition avec des hommes de 80-90 kilos parce qu'elle fait 60 kilos. Du coup, Ouais. généralement, l'équipe professionnelle s'entraîne 2 fois par jour, minimum. Ouais. Euh, et donc du coup, tu vas avoir, à part Manon, l'équipe professionnelle le matin s'entraîne de manière, collective et après l'après-midi, tu vas avoir chacun qui va avoir son travail spécifique technico-tactique à travailler parce qu'ils ont tous des besoins, en fonction du moment, en fonction, des compétences. Parce qu'il faut bien comprendre que le MMA, c'est une course contre la montre d'un point de vue technico-tactique parce qu'il y a tellement de paramètres à maîtriser que, Mmh. hem, en 10-12 ans de carrière maximum, tu n'as pas le temps de maîtriser tous les paramètres.
Donc, il va falloir jouer un maximum sur le côté technique, et essayer de majorer le temps que tu passes parce qu'on sait que, la pratique, elle est vraiment importante, à l'apprentissage et moi, je suis fan de tout ce qui est, apprentissage, neurocognitif au niveau de tout ça, comment apprendre et comment ancrer et comment répéter et comment performer par rapport à tout ça. Ça, c'est vraiment important pour moi et donc du coup, là, par exemple, Axel, il est parti pour préparer son combat, il est parti, 1 mois et demi au Daghestan. Donc le Daghestan qui est un peu qui est un peu la Mecque de la lutte, où il y a toute l'équipe de Khabib, qui est là-bas et donc il est parti s'entraîner, 1 mois et demi là-bas parce que, ça lui permettait d'avoir plus d'athlètes, plus de personnes avec qui se confronter, qui étaient un petit peu différentes, qui changeaient d'esprit et c'est pas la même mentalité. Pour Manon, de manière, opposée, en fait, quand tu arrives à un certain niveau, en fait, tu vas aller, toi, chercher les athlètes que tu as besoin en face. Donc, par exemple, on va faire venir donc tu vas payer ce qu'on appelle tes sparring pour 1 semaine, 2 semaines. Tu vas demander à telle ou telle personne qui va venir pour préparer ton combat. Voilà. Donc, tu auras la partie, préparation, entraînement qui va être vraiment individuel et la partie, voilà, je vais avoir besoin de quelqu'un qui fait de la lutte. Je vais faire venir, une lutteuse, olympique, et je vais la faire venir qui fait à peu près son poids et on va travailler des gammes et on travailler des sparring par rapport à tout ça. Et dans chaque paramètre, parce qu'il y a les 3 paramètres, la lutte, le sol et la partie pied-point, ces 3 paramètres, on va chercher dans chaque paramètre, la personne qui correspond le plus à la personne que tu vas rencontrer. Combat. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait vraiment, vu comme ça et le fait l'aspect, course contre la montre que au final, tu vois pas quand t'es pas, impliqué là-dedans, tu vois? Que t'as des années de développement, mais tu peux pas être le meilleur, en lutte, en striking et au sol et cetera et c'est impressionnant et ça doit être, passionnant à manager en se disant: tel athlète, il a ce point fort-là. Tu vois, c'est toujours pareil. Est-ce que tu, valorises les points forts et tu mises tout sur par exemple, s'il a entre guillemets «qu'un gros point fort», c'est son striking et qu'il est pas terrible, en lutte et qu'il est pas terrible au sol, est-ce que tu mises tout sur le striking et que, tu te dis même en 10 ans, on pourra faire 10 ans de lutte, il sera jamais bon, mais on va essayer de faire donc striking à fond et peut-être, un peu de lutte ou quoi? Ou tu vois, est-ce que tu accentues le point fort ou est-ce que tu essaies d'avoir une base à peu près commune et homogène? Tu vois, Alors comment tu fais? Est-ce que ça dépend de l'athlète? En pensant à long terme, hein. Pas en pensant pour un combat, mais en pensant à long terme, comment t'orientes? Alors, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça c'était bon il y a 10-15 ans en arrière, les mecs, ils avaient un domaine de prédilection, Mmh. et vraiment, très mauvais à côté. Lourd. Ouais, très mauvais à côté et donc du coup, comme le sport, c'est le sport qui a le plus de croissance, hein, ces 30 dernières années, c'est le MMA. Juste pour, remettre un chiffre, l'année dernière, l'UFC, ils ont fait 11,3 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est fou les chiffres colossaux qui sont dessus. Donc voilà, pour t'expliquer le phénomène, l'argent qu'ils ont pour pouvoir distribuer, ce qu'ils investissent dans la science et tout ça, donc c'est super intéressant. Donc pour revenir, à ce que tu disais, hem, tu vas par exemple, Axel, il a commencé très jeune avec nous. Il avait déjà, des paramètres de pied-point. Il était déjà, presque je crois qu'il était champion de France de boxe thaï à l'époque et quand il avait 15-16 ans et au fur et à mesure du temps, on l'a construit. C'est-à-dire qu'on lui a fait avoir une lutte énorme et un sol énorme. Et ça a été fait sur les années et on a essayé de rattraper le niveau. Mmh. Mmh. À de manière opposée, tu as, un athlète qui est sur le devant de la scène aujourd'hui à l'UFC qui est Khamzat Chimaev, un chauve avec une grosse barbe qui veut se battre contre tout le monde, qui a une petite cicatrice ici, hem, mais qui est très fort et si tu veux, lui, de manière opposée à tout le monde, lui, il sait attention, il sait boxer et il sait faire du sol. Mais par contre, il gagne ses combats en 2-3 minutes maximum et si tu veux, il a tout misé sur son point fort, c'est qu'il démarre comme s'il faisait, un 1000 mètres en lutte. Donc il démarre, à fond et tout le monde sait qu'il va lutter
tout le monde sait qu'il va venir te faire tomber pour venir, ou t'étrangler ou te travailler en ground and pound derrière. Tout le monde le sait, mais personne n'arrive à le contrer. Donc aujourd'hui, lui, il a homogénéisé ses niveaux, mais il a gardé quand même son point fort au-dessus pour pouvoir gagner. Donc je pense qu'il faut être, pour répondre à ta question, vraiment stable et très haut niveau, dans chaque paramètre, pouvoir contrer d'un point de vue technico-tactique, tous les paramètres, et être capable de répondre à tout ce que tu vas avoir comme stimuli derrière. Mais ce qui est important, c'est de garder vraiment son point fort pour pouvoir aller performer sur la fin. Et je pense Mmh. que de manière amateur, tu vas avoir un côté point fort. Quand tu vas commencer à passer professionnel, tu vas essayer d'homogénéiser un petit peu ces niveaux et jusqu'à temps que tu arrives dans les 20 meilleurs mondiaux, il va falloir que tu refasses émerger ton côté point fort. Voilà, je le vois plutôt comme ça, comme un continuum, si tu veux, de la perf. Mais aujourd'hui, tu peux pas dire, j'arrive, si on doit noter de 0 à 10, parce qu'on a l'habitude, dans les sciences du sport de noter de 0 à 10 les choses. Hem, Si tu veux, au départ, tu vas avoir, on va dire un athlète qui est fort en boxe, il va avoir une boxe à 8-9, une lutte à 2 et un sol à 4. On va essayer de tout monter à 7, tu vois? Mais une fois qu'on est là, Mmh. Mmh. le temps que tu vas devoir investir pour pouvoir progresser techniquement et on va dire, bah, finalement, on va aller chercher le côté, point fort pour pouvoir encore progresser. Voilà. Mmh mh. Excellent. C'est top. Top. Jérôme, merci. Est-ce que, tu peux nous citer tes mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours ou qui t'inspirent encore? Hem, alors moi, j'aime la santé, je lis énormément d'articles scientifiques. Ça, je lis au moins 2-3 articles par jour, pas obligatoirement que sur, le MMA. Heu, je pense que c'est en s'ouvrant un maximum, sur la lecture, scientifique que tu vas avoir le maximum de, heu, de connaissances qui vont pouvoir te créer des liens entre chaque, discipline. Pour moi, ça, c'est vraiment important d'aller chercher un petit peu autre part comment ça fonctionne pour essayer de comprendre des systèmes de performance parce que derrière, c'est tout des systèmes en place et c'est important. Des mentors, j'aime bien, l'américain, le professeur de Stanford, qui fait les podcasts aussi, Huberman Lab. Je sais pas si tu vois qui c'est? Hem Et en fait, il va j'aime beaucoup ce côté, américain et ce qu'on n'a pas en France et ça, je trouve ça tellement dommage. On a tellement de gens compétents et brillants chez nous et en fait, aujourd'hui, un mec de Stanford, il a 5 millions de followers sur les réseaux. C'est incroyable et ça, je trouve ça tellement dommage qu'on n'a pas la même chose en France avec des gens qui soient mis en avant, qui soient starifiés à l'américaine et en fait qui nous permettent Mmh. parce qu'on veut tous être en bonne santé et en fait que ça soit des physios, des kinés, des médecins, on cherche tous à travailler là-dedans et je trouve ça vraiment dommage, 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 dommage en France d'avoir ce côté, ouais, chacun a sa case, chacun a son travail et de dire: «Voilà, Sa go, on paroisse. y va». On y va, on veut faire de l'humain quelque chose de mieux, de meilleure santé. Aujourd'hui, on sait comment faire. La littérature, elle regorge d'articles. Donnons, vulgarisons pour que donner l'accès à tout le monde. Donc j'aime bien ce côté, américain, où on donne pas mal d'informations à monsieur et madame tout le monde. Et du coup, c'est top. Pour moi, ça me plaît. Et au niveau, de la France, quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Stanislas Dehaene qui est spécialiste sur l'apprentissage, Mmh. qui est un neuroscientifique et j'ai lu tous ses bouquins et je suis ses articles, et c'est quelqu'un que, pour moi l'apprentissage, j'ai toujours basé tout mon tout mon système de performance, professionnel là-dessus et c'est vraiment important et c'est quelqu'un que je suis depuis des années et d'ailleurs, ah ben, si un jour il nous écoute, je le remercie. C'est énorme. Et est-ce que tu as des livres justement qui te servent de livres de chevet, que tu relis de temps en temps et qui t'ont passionné? Bah, toujours, sur, Stanislas Dehaene là, sur les tout ce qui est apprentissage.
Après, d'un point de vue, j'aime bien la base. Alors, je vais paraître un petit peu sectaire par rapport à tout ça. Je comprends que tout le monde, a Ouais. besoin de gagner de l'argent, Ouais. mais j'ai du mal avec les méthodes ci, les méthodes ça, les méthodes là, les méthodes là. Pour moi, ce que j'explique aux jeunes, à l'université, c'est que la base, tu as la physiologie, tu as la biomécanique, tu as la bioénergétique. Une fois que tu maîtrises tout ça, déjà en sciences, du sport, c'est déjà pas mal et après tu peux réfléchir à plusieurs, d'autres, choses. Mais en fait, parce qu'il y a des modes qui sont sortis comme de partout et des gens qui, et je leur en veux pas, hein, qui veulent gagner, leur vie avec tout ça, il y a aucun problème. Mais il faut juste savoir que ça va être un moment à un instant T. Il y a des années, et c'était, moi quand je suis rentré à l'université, c'était, Gilles Cometti. Mmh. Des années plus tard, quand j'en suis sorti, c'était, le FMS. Après, il y a eu, encore avant, il y a eu les méthodes Busquet. En fait, toutes des méthodes qui fonctionnent, Mmh. il faut les prendre en compte. C'est des outils, à chaque moment, on a besoin de tout. Mais, il faut reprendre les choses dans son contexte. Donc, je lis énormément de livres sur, les bases de la physiologie, les bases de la biologie, les bases de en fait, je relis toutes les bases à chaque fois et donc, je pense que mon premier livre que j'ai acheté à l'université, les Marieb, les gros livres, c'est les livres que je relis le plus souvent, avec, Mmh. toutes les bases qui sont remis à jour et il y a toujours des petites choses qui me permettent parce que c'est des livres qui sont on les connaît, hein, ces livres, hein, imbuvables qu'on a ouverts 2 fois dans notre vie à la base et au fur et à mesure du temps, eh ben, je les relis de plus en plus, je prends plaisir, j'approfondis et une fois que j'ai une thématique qui est un peu plus, où il me manque un petit peu de connaissances par rapport au livre, je vais faire la balance avec la littérature scientifique et donc du coup, je vais aller faire ma revue de littérature par rapport à chaque domaine, de prédilection que je recherche. Donc voilà, donc c'est vraiment de la base physiologique, de la base, de la bioénergétique et pour moi, c'est important et je lis énormément moi aussi sur tout ce qui est psychologie, du sportif parce que, comme on dit, c'est multimodal. On peut pas avoir un modèle de performance en intégrant seulement un paramètre. Donc, il faut redonner des prédilections à certaines choses. Mmh. Mmh. Top, top. Jérôme, avant-dernière question, où c'est qu'on peut te joindre? Si on a des questions, est-ce qu'il y a un réseau social où tu es plus facilement accessible ou autre? Alors, bah, sur Instagram, c'est, plus facile, je reçois alors j'ai pas les notifications parce que ça m'évite d'en avoir trop et de gérer tout ça toute la journée. Donc, c'est j.volerin, tout simplement. Donc bon, je suis pas très réseaux sociaux, mais au moins je sais que je peux avoir des retours dessus. C'est des choses qui sont super intéressantes et j'aime bien parler avec tout le monde, j'aime bien enrichir, les débats, et donc voilà, je suis joignable et c'est un plaisir, à la fois d'échanger et de discuter. Top. Et du coup, dernière question, il y a 2 questions en une. Si tu as un conseil pour, les professionnels ou les sportifs qui nous écoutent, pour construire leur haut niveau, qu'est-ce que ce serait? Et qu'est-ce qui est important pour toi pour construire ton haut niveau? Moi je pense qu'il faut avoir un plan de carrière. Un plan de carrière, il se dessine comment? Hem, Aujourd'hui, il faut savoir les minima qu'on demande, physique je parle d'un point de vue physique, hein. Heu, Qu'est-ce qu'on demande Mmh à un mh. sportif de haut niveau? Si par exemple, dans les 5 meilleurs mondiaux, comment ils se retrouvent, ces athlètes? Dans le MMA, aujourd'hui, on a des datas, des reports qui sont faites par l'UFC qui nous disent, voilà, un combattant à l'UFC, en moins de 70 kilos, il développe en puissance tant au Wingate, il développe en VO2 max tant. On sait que, en CMJ, on est à ça. On sait que, d'un point de vue nutritionnel, on sait que sa composition corporelle sur l'année, on est à plus, 8 et en combat, on est à 4 3 En fait, on a tous ces datas qui nous permet de dire, quand tu et c'est ce qu'on a construit avec Axel depuis 10 ans. Aujourd'hui, Axel fait partie des plus gros, heu, légers donc en MMA, on n'a pas parlé, mais il y a le cut.
c'est vraiment quelque chose qui est à part. Mmh. Pour te faire, Axel, il est pesé le vendredi matin à 70,3. 36 heures après, Ouais. Il reprend combien? le le 6-8? poids le poids du combat, on est à 84. Oh putain! Donc en Oh fait, merde. c'est pareil. Ça n'existe que dans le MMA, donc on a mis des protocoles en place. On Ouais. travaille avec des laboratoires biologiques qui nous permettent d'analyser. On fait des prélèvements sanguins et ça, on le fait depuis 10 ans. C'est pour ça qu'on est en avance sur tout le monde. Aujourd'hui, le boxing squad, on est déjà en 2030 sur le MMA. Donc on a mis en place depuis une dizaine d'années des protocoles de déshydratation, d'hydratation et de recharge derrière parce que il y a le paramètre, c'est que perdre du poids, on sait faire, mais derrière recharger correctement pour être en forme physiquement, c'en est une chose. Mmh. Donc ça, on n'en a pas Mmh. parlé, mais aujourd'hui, ça c'est des choses qui s'apprennent dans le plan de carrière. Donc on a tous ces datas, pour revenir sur la première question, sur le plan de carrière, c'est des choses qui vont se construire Mmh. sur le temps. Donc en fait, on a dit avec Axel, quand il avait 17 ans, on l'avait déjà à 16 ans, 17 ans, on a dit: «Voilà, dans 10 ans, Mmh. au niveau des perfs, il faut que tu sois là». Donc aujourd'hui, Mmh. il est dans les, au niveau de l'UFC, il est dans le top 10 au niveau des perfs. On a construit sur, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la force, on le sait très bien, d'un point de vue neuromusculaire, on peut pas construire, on peut pas construire de la force, des développements de force en 1 an ou 2 ans. C'est des choses c'est pas le cas. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de travailler. C'est pareil, les capacités cardiovasculaires, il va falloir les développer sur du long terme et les coordinations motrices spécifiques avec la fatigue, c'est des choses qu'il va falloir se développer à long terme. Donc, à aucun moment, on peut dire: «L'année prochaine, il faut que tu sois là». C'est impossible. Donc c'est des choses qu'on va faire un rétro-planning par rapport à tout ça et si tu veux, on va avoir allez, à 10 ans, ça fait beaucoup, mais sur 5, 6 ans, on doit avoir, une progressivité au niveau de la force, au niveau technico-tactique, mais aussi, également d'un point de vue physique et derrière, tu as aussi la discipline de l'athlète qui doit se former parce que plus tu deviens professionnel, plus tu dois, faire des choses parce il y a l'aspect diète comme je te parlais et qui est vraiment important et tu peux pas te coucher à 2 heures du matin et aller t'entraîner le matin, sachant que les charges de travail, elles sont énormes en MMA. Voilà. Donc c'est des Bah, plans de carrière qui se construisent à la fois dans les 3 domaines physiques, technico-tactique et psychologique, et on le construit sur plusieurs années. Mais on a les datas, on sait où on va et après voilà, on arrive, quand on arrive en haut du palier, ça peut arriver en 3, 4 ans, c'est ce qui est arrivé pour Axel. On se dit: «Voilà, est-ce que» et là on se pose le côté, et là on y revient, est-ce que la transférabilité de ce qu'on va faire, elle est importante ou pas? Donc est-ce qu'on maintient le niveau de force? Ou est-ce que si je gagne 10 mmh, kilos sur mon squat, ça va me faire gagner de la performance dans la cage? mmh, Et comme je te disais tout à l'heure, on a cette course contre la montre d'un point de vue technique. mmh, Donc, il y a vraiment ce paramètre, qui est pour moi à prendre en compte parce que je suis vraiment au milieu. D'un côté, j'ai le côté scientifique qui me dit: «Va gagner, ces kilos sur la barre», parce qu'ils vont te permettre de répertorier et enfin de répercuter sur plusieurs, indicateurs clés et de l'autre qui me dit je suis entraîneur qui me dit: «En fait, j'ai le perdre temps. le Mmh, t j'ai pas le temps de faire ça». Donc en fait, c'est toujours trouver le compromis quand tu mmh. es arrivé, au minima, physique, de dire: «Est-ce que c'est ça qui va, permettre de performer?» En tant qu'entraîneur, aujourd'hui, je peux te le dire, c'est pas le côté physique qui va me permettre de performer et Mmh. sauf quand je suis à très haut niveau. Voilà. Top, top. Et Jérôme, alors toi, comment tu construis ton haut niveau? Tu as un plan de carrière pareil ou alors là, il y a pas l'UFC, mais toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce qu'on a parlé de nutrition? Heu, qu'est-ce Personnellement, qui est le plus important pour toi pour, ouais, par rapport à mon hygiène de vie, oui, 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 par rapport à ton hygiène de vie, par rapport à ta construction? alors moi je suis un gros travailleur. J'ai toujours été, un gros travailleur. Heu, bon, j'ai la chance que ma femme, on se connaît depuis, 20 ans, donc j'ai une grosse stabilité par rapport à ça. On a fait, nos doctorats à 1 an ou 2 ans, de manière,
respectives, donc on sait ce que c'est. Elle a eu aussi tout un passage au niveau de la nutrition avec un BTS nutrition et tout ce qui est un master en santé. Et donc du coup, au niveau de la nutrition, c'est super clean. Donc toute la semaine, on mange super bien. Et puis quand tu as été dans les sports de combat, généralement, on est tous atteints. Alors ça, je vais jeter un peu une bombe, hein. Toutes les sportifs à catégorie de poids, on est atteints de troubles de comportement alimentaire, donc des TCA. Et ça, il faut le gérer. On parle pendant la période compétitive, c'est facile quand tu as un objectif, mais quand tu en sors, c'est très compliqué de gérer d'un point de vue émotionnel ces troubles du comportement parce qu'on a eu des grosses restrictions alimentaires pendant des années. Moi, quand tu commençais à combattre, j'avais 12 ans, 13 ans, où on faisait déjà des restrictions. J'ai arrêté de combattre à 30, 32. Et pendant toutes ces années, il y a eu des grosses restrictions, 3, 4 fois, 5 fois dans l'année, et où derrière, en fait, ça développe des comportements psychologiques d'addiction à la nourriture. Bon, on en est bien conscient, hein. Déjà, c'est déjà pas mal. On le reconnaît. Donc ça, c'est. Mais voilà, grâce à Mélanie, aujourd'hui, d'un point de vue nutrition, moi, je mange super clean. Je suis les recommandations d'apport énergétique journalier. Il y a aucun problème par rapport à ça. Et ma journée, elle est organisée assez drastiquement. Donc, j'ai 2 enfants déjà, donc 6 et 9 ans. Donc ça demande beaucoup de travail. Moi, je me lève à 5 heures tous les matins. Derrière, je suis sur mon acco à 6 heures moins le quart. Je commence à m'entraîner de 6 heures, enfin de 5h50 à 6h50. Derrière, je douche. Mmh. Et 7 heures, j'attaque tout ce qui est clientèle, réhabilitation, problématique jusqu'à 14 heures, 15 heures non-stop. À partir de là, je vais intégrer toute la partie professionnelle, athlète. Donc ça va être tous les en fonction des objectifs. Donc là, par exemple, j'ai eu pas mal de fois Axel 3-4 fois dans la semaine pendant 1h30, 2 heures pour travailler le côté technico-tactique. Donc toi, je vais faire ça majoritairement avec Axel, Virgile et Manon. Ça, d'un point de vue dans la semaine. Et là, à 5 heures, donc du coup, je redémarre. Je vais bosser pour l'entreprise, faire les réunions et pour pouvoir avoir le développement parce qu'on a des gens qui bossent pour nous. Donc, je vais donner les orientations aux équipes. Et après, donc, je redémarre sur la partie coaching et réhabilitation jusqu'à 20 heures. Et après, je rentre à la maison à 20h30, 20h45 et je fais le papa et j'essaie de rester un maximum de temps avec mes enfants pendant la demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'ils s'endorment. Voilà, ça c'est ma journée d'un point de vue Ça fait de bonnes journées. exactement. Ça, c'est ouf, c'est ouf. Top. Jérôme, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Voilà, beh, j'espère que ça t'a voilà, tu vois, j'y ai rien préparé, mais c'est des choses que je fais tous les jours. Hem, Mmh. voilà. Après, je sais que vous travaillez beaucoup sur les commotions cérébrales et du coup, je donne les cours aussi à l'université sur les commotions cérébrales parce que, on n'en a pas parlé, mais je sais que les sports à contact, en fait, c'est des choses qui sont importantes pour moi. On n'a pas parlé de prévention aujourd'hui. Heu, Aujourd'hui, je donne vraiment un gros axe d'orientation pour les prochaines années, pour essayer de développer ça au sein des fédérations, surtout dans les sports de combat et dans le MMA de manière Mmh. particulière parce que je veux protéger mes combattants. Et aujourd'hui, je pense que c'est fait. Alors même s'ils ont un IRM cérébral et qu'ils ont tout ce qu'il faut en, Mmh. en amont des combats, je pense que c'est un sport où on prend énormément de commotions cérébrales qui passent complètement inaperçues parce que Mmh. dans le rugby, bah, ça se mesure et tout. Il y a vraiment beaucoup d'avance. Dans les sports de combat, ça reste quand même assez archaïque. Donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Donc je te disais qu'on travaillait, il y a des articles qui m'ont marqué dernièrement, ces 3-4 dernières années. Cette avancée pour moi, elle est importante. C'est, par exemple les prises salivaires où il va y avoir certains marqueurs, heu, tu vois, qui vont nous permettre de déceler s'il y a une commotion cérébrale ou pas.
Et ça, c'est des choses qui vont être simples. Et ça, si on doit me demander des articles qui m'ont marqué, c'est des articles qui me permettent de dire comment je vais pouvoir aider mes athlètes, que ça soit d'un point de vue de performance. Mais là, on est sur un côté prévention Pratique. pratique. Derrière, je vais me dire, en fait, je vais pouvoir rapidement savoir s'il y a une commotion cérébrale, indépendamment du SCAT ou des trucs comme ça. C'est des choses que je vais pouvoir avoir facilement avec un prélèvement salivaire et me dire, OK, calme-toi, on risque d'avoir des problématiques derrière, Mmh. et cetera, et essayer de faire de la prévention par rapport à ça, c'est vraiment important. On a aussi des applications d'un point de vue de la tech qui sortent, qui te permettent de calculer le diamètre au niveau des pupilles et qui sont validées scientifiquement, Mmh. mais qui te permettent de savoir aussi d'un point de vue de la commotion cérébrale. Et tout ça, en fait, s'il y a des articles parce que comme je te dis, je lis beaucoup, s'il y a des articles qui doivent me marquer, c'est ce genre d'articles qui te permettent de faire avancer et de simplifier des méthodes qui soient applicables rapidement sur le terrain pour aider à prévenir des problématiques qui sont lourdes, parce que c'est malheureusement le cerveau, tu rattrapes pas les neurones. Et dans les sports de Mmh. combat, on le sait, c'est il y a eu, voilà, au niveau historique, on a la démence pugilistique, c'est-à-dire, depuis les années 30, il y a il y a des grosses problématiques. Depuis les 1930, ça a été mis en évidence, et du coup, Décrit. écrit, ouais. Mmh. Et il y a énormément de littérature dans beaucoup de sports. Alors on a vu dans le foot, on voit ce qui sort dans le foot avec les têtes, hein, donc imagine quelqu'un qui prend des coups, Mmh. tous les jours, de la semaine. Mmh. Même s'il a un casque, même s'il a un protège-dents, qu'on sait que ça minimise, les Mmh. forces rotatives au niveau, heu du coup. Mais quoi qu'il arrive, les traumatismes, ils sont là. Et à un moment, il faut, voilà, sur la longueur de la carrière, on en parlait sur le plan de carrière, il faut regarder un athlète. Mmh. Pour moi, si à un moment, il y a plus le côté santé et qu'on dépasse, le mec, il a pris 2-3 mauvais KO, je suis désolé, en fait, c'est un athlète qui ne pourra plus performer. Donc et malheureusement, il faut se rediriger sur autre chose. Donc il y a ce côté plan de carrière, ça se passe bien, je regarde le côté physique, mais il y a ce côté santé dans ce sport Mmh. qui te dit: «Oh là, attends, fais attention», parce que, et ça, en tant que scientifique du sport, Mmh. et ça, c'est mon Tu devoir, limites. je le prends vraiment comme un devoir de faire attention, à la santé de mes athlètes. J'ai pas envie qu'à 40 ans, ces athlètes, ils soient à moitié, parce qu'on le voit aujourd'hui dans les sports de combat, et je l'ai vu à nombreuses reprises. C'est des gens qui arrivent, qui ont du mal à parler, qui ont une mauvaise allocution, qui ont une mauvaise, qui savent plus les jours. Pour te dire, à l'époque où on combattait, Mmh. Mmh. où on préparait nos combats, moi, je me rappelle des jours où je sortais de la salle, je savais plus où j'avais garé la voiture. Pendant une demi-heure, j'ai cherché la voiture, et le lendemain, on refaisait le même, la même chose. Et à l'époque, je commençais mon Mmh. doctorat, et Mmh. si tu veux, je me suis retrouvé, et j'ai eu un gros flash un jour. Je me suis retrouvé en train de donner un cours, il y avait 25 élèves de master en face de moi, et un coup, je pars et je me dis: «Mais je suis où? Qu'est-ce que je fais?» Et en fait, j'avais fait un gros sparring la veille d'avant, Mmh. et j'ai eu un trou noir, et là, je me suis dit: «Attends, qu'est-ce que je fais de ma santé?» Je savais que j'avais pas le niveau pour aller à l'UFC, tu vois? Et donc je me suis dit: Mmh. «Voilà, et les bénéfices, les risques, pourquoi?» Tu vois? Mmh. Que tu fasses, à un moment tu performes et que tu arrives à un certain niveau, que tu gagnes ta vie, parce qu'à un moment ça reste vraiment le nerf de la guerre, et qu'il y a pas Mmh. il y aura des effets délétères, mais ça vaut le coup en face. Mais si tu restes, pourquoi prendre des coups dans la tête si tu performes pas? Voilà, c'était juste la dernière parenthèse, parce que je sais que les commotions, les articles, Ça qui passe. sont phares. Et pour moi, le côté prévention dans ce sport, il est pas assez mis en avant, et je pense qu'on va le développer. Comme, Axel, du coup, il a un master 2 en préparation physique, et Ah, j'espère que génial. du coup, je l'ai eu à la fac aussi, et Virgile aussi, il a une licence entraînement sportif. Ouais. Donc en fait, c'est des gens que j'ai eu à l'université, j'ai formé, et ils connaissent les risques et ils savent quoi faire derrière, donc c'est génial, tu vois? Donc je pense qu'en Mmh. plus on va développer en 2025, ce complexe, sportif de haut niveau. Mmh. On est à 500 mètres à vol d'oiseau, de la fac de sport de Nice, de l'université Nice Côte d'Azur. Donc je Mmh. pense qu'il va y avoir des partenariats qui vont être développés au niveau de la recherche, et j'espère vraiment qu'on avance, là-dessus. Mmh. Ah, c'est top. J'espère aussi. J'espère aussi. Jérôme, merci beaucoup. À très bientôt.
Merci Julien, bonne journée. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.